Comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est vrai que moi quand j'ai découvert le roman d'Éric en 2011, donc un moment où j'étais vraiment au tout début de ce qui ressemblait pas du tout à une carrière d'ailleurs, donc j'avais dû faire un ou deux courts-métrages, pas plus. Moi ce qui m'a surtout frappé et attrapé en lisant le bouquin d'Éric, c'est qu'il décrivait avec son talent, avec style, un état du monde. Le roman est un roman-monde, et ce qu'il décrivait était une peinture clinique, lucide, de la manière dont fonctionne le monde du travail, dans cet endroit bien particulier, et dans cette arène bien particulière qui était le milieu de l'architecture, le milieu du bâtiment, la défense et ce monde des grandes entreprises. Ça m'a vraiment attrapé. Pour la petite histoire, dès que j'ai lu et terminé le roman, j'ai envoyé tout de suite un petit message sur Facebook. À l'époque, j'avais un compte Facebook, à Éric Reinhardt, et je lui ai dit je viens de terminer votre livre, je le trouve absolument fabuleux. J'espère qu'il aura du succès, etc. Mais j'étais évidemment à milieu de m'imaginer qu'un jour je serai en mesure de faire le film. Petite anecdote d'ailleurs, quand j'ai lu le bouquin et quand je l'ai terminé, je travaillais donc, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai longtemps gagné ma vie, plutôt pas mal d'ailleurs, en organisant des séminaires de travail pour des grandes boîtes, et l'endroit et le moment où j'ai terminé le livre d'Éric, c'était à l'occasion d'un séminaire que j'organisais pour un grand groupe de béton qui s'appelle Lafarge. Voilà. Donc, pour la petite histoire, j'organisais ça sur une île au milieu d'un lac en Italie, entièrement privatisé par le groupe Lafarge, et c'était un séminaire entièrement consacré au béton dans lequel intervenait un grand architecte spécialiste du béton qui s'appelle Rudy Ricciotti. Donc voilà, ça on est en 2011, le temps passe, et en 2020, lors du premier déconfinement, j'ai la surprise et la joie d'avoir un message d'Éric qui se souvenait de moi. Je l'avais recroisé à l'occasion d'un déjeuner entre-temps, hein, mais qui me dit en quelques termes, il me dit est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu aimes toujours autant le système Victoria? Je lui dis oui. Est-ce que ça t'intéresserait de l'adapter? J'ai dit oui, bien sûr. Mais on était en 2020 et puis en 2011. Et je lui ai dit, évidemment que ça m'intéresse de l'adapter, je serai le plus heureux des hommes, mais j'aimerais l'adapter si tu me laisses faire quelques adaptations, quelques transpositions, quelques trahisons assez sensibles sur ton roman. Et si tu en es d'accord, eh bien, à ce moment-là, je veux bien. Et je lui ai donc édicté les 3-4 grosses propositions de modification que j'avais en tête. Il a accepté. Et je suis là. Le livre, si vous avez envie de le lire, ça portait surtout sur la fin du livre, qui est totalement différente de la fin du film. Ça portait sur le devenir de la tour, qui dans le livre est un petit peu plus nébuleux. Alors que moi je tenais absolument mordicus à ce que le héros, personnage principal, David, la termine, du style tout perdre. Et ça porte également sur le personnage de Victoria et le statut marital de David. Voilà. Donc je les ai proposé ces trois modifications, Éric les a acceptées. Et voilà. Et évidemment, c'est pas pour ça. Enfin, évidemment que ça joue, voilà, et je trouvais que c'était un clin d'œil sympathique, mais c'est surtout une configuration de casting qui n'est pas du tout évidente quand vous devez caster un acteur pour un rôle muet, dans un film comme celui-ci où on n'a pas énormément d'argent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer l'apparition d'une star qui de toutes les manières refuserait parce qu'il n'a pas de dialogue, et puis sa première apparition est sur un écran d'ordinateur, donc ça n'intéresse personne, il faut dire des choses. Sur un film comme celui-ci, avec un nom comme le mien. Donc ça veut dire que j'étais obligé de me poser la question de qui peut bien jouer le mari de Victoria. Et il y avait quand même un impératif, c'est que vous, il faut que vous y croyiez, il faut que... Ah bon, apparemment, vous ne connaissiez pas sa tête, donc l'effet est un petit peu... mais en tout cas, je savais que je ne pouvais pas prendre n'importe qui, ou en tout cas quelqu'un de trop lambda qui n'imprimerait pas. Et de la même manière que j'ai pris François Bunel pour jouer l'amant de Victoria, j'avais besoin de personnalités assez fortes dont on puisse penser légitimement que oui, ils sont tellement installés, incarnés, qu'ils sont totalement crédibles pour être à la hauteur d'une femme aussi puissante, forte que Victoria. Je pense qu'on ne la voit pas souvent aussi parce que
elle est quand même très identifiée dans un type de rôle, avec un phrasé, une voix, dont je pense beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices ont du mal à imaginer qu'elle puisse faire autre chose ou qu'elle puisse être dirigée autrement. Pour revenir à votre question, c'est vrai que c'est un personnage pas facile. Dans le bouquin, elle est encore plus que dans le film. Et il fallait vraiment trouver une comédienne qui puisse donc endosser le costume d'une femme de pouvoir, une femme de tête, une femme puissante, avec, voilà, vous avez vu le film, sans tomber non plus dans l'écueil de l'ironie, du surplomb, du cynisme, de la froideur. Je ne voulais pas tomber dans le rôle de la méchante caricaturale hollywoodienne ou hitchcockienne, pour le dire très rapidement et de manière totalement injuste. Voilà, Sharon Stone, Basic Instinct, je trouvais que ça aurait été... Voilà, et c'est un film pour le coup que j'adore vraiment. Mais je sentais que c'était un showstrap vraiment compliqué qu'il fallait l'éviter. Et j'avais l'intuition qu'il fallait que la comédienne qui joue Victoria soit tout ça, puisse être totalement crédible en DRH, femme de pouvoir, les bureaux, les tours, tout ça, mais qu'il fallait que l'actrice amène quelque chose d'autre, quelque chose de drôle, de touchant, de sympathique, de gourmand, quelque chose d'un peu fou. Et puis, bon, on a fait une fiche de poste, hein, comme quand on est DRH, on fait un peu, voilà, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on cherche. Et il n'y avait pas grand monde d'autres que Victoria, que Jeanne, pour jouer ce rôle. Et je lui ai proposé, elle a accepté tout de suite. Et après coup, je me suis rendu compte que le choix de Jeanne par rapport à Damien, à David, amenait en plus quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé et que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'elle est plus âgée que lui. Et que quelque part, ça amène ça déploie autre chose, ça amène une profondeur dans leur relation. C'est plus du tout une relation... alors elle n'est pas adultérine, hein, puisque David est divorcé, mais c'est plus une relation, on va dire, traditionnelle d'attirance et de rencontre entre un homme et une femme, mais il y a quelque chose d'autre qui se joue, de l'ordre le mentorat, c'est pas le mot juste, mais de l'ordre du Pygmalion, quelque part de l'accompagnement et du regard bienveillant et accompagnateur que peut porter Victoria sur David. J'aime bien que vous me posiez cette question. Je sais que c'est un personnage qui passe pas souvent très bien, le personnage du promoteur, et que j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de retours négatifs sur lui. Pour la petite histoire, dans les versions de scénario jusqu'à arriver au tournage, il était beaucoup plus doux, beaucoup plus polissé, beaucoup plus banquier en quelque sorte. Et j'ai fait lire le scénario à cet architecte, Rudy Ricciotti, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, qui est un des plus grands architectes français vivants, qui est une figure très controversée, parce que c'est une énorme grande gueule. C'est lui qui a fait le Mucem à Marseille, voilà, il a fait beaucoup de bâtiments et c'est un spécialiste du béton. Et quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et quand je lui ai fait lire le scénario, il m'a dit « mais il est bien ton scénar, mais là il y a un truc auquel je ne crois pas du tout. C'est ton promoteur gentil qui à la fin remercie de manière mielleuse toutes ses équipes, ça n'existe pas. Les promoteurs sont des 3 petits points, et si ton film ne le montre pas, on n'y croira pas. » Donc j'ai suivi son conseil. Et je pense que c'est vrai, c'est peut-être un peu outré, et puis l'acteur qui le joue, effectivement, l'incarne très très fort, un peu à l'américaine. Mais moi j'ai vu tellement à des fins de séminaire, des interventions préenregistrées de patrons qui s'adressent à leur troupe, et alors c'est peut-être pas aussi caricatural et aussi frontal, mais j'ai tellement vu ça que je pense que je suis pas si loin que ça de la réalité. Alors moi je me suis rendu compte à la fin de chaque projection, au gré des questions, que immanquablement la salle se divisait selon des proportions variables, hein, 50-50 parfois, 40-60, 70-30, entre celles et ceux qui pensent que dès le départ, Victoria est une manipulatrice et que tout ce que vous avez vu obéit à un complot et à un objectif bien défini, et celles et ceux qui pensent que voilà, c'est une authentique rencontre, histoire d'amour passionnelle, mais que tout ça n'empêche pas, par ailleurs, de se saisir d'une opportunité et de faire du business. À Lille, hier soir, ils étaient à 40-60. Voilà. Qui pense que Victoria a tout ourdi ou manipulé depuis le début? Ah, vous êtes comme ça à Tours, hein?
blague à part sur l'épilogue, et c'est bien que tu le penses, enfin c'est bien que tu le penses, c'est bien que tu le dis surtout, mais comme pour De Grandes Espérances, moi je crois à PN, je ne vais pas forcer non plus, mais à la fin, David a quand même la possibilité de devenir celui dont il rêve depuis toujours, de fabriquer le projet qu'il a animé depuis toujours, voilà, libre à lui de décider. Ça illustre peut-être cette phrase que j'aime bien, qui est voilà, le système te prend ou te donne d'une main ce qu'il t'a donné au prix de l'autre. Mais c'est pas totalement noir. De la même manière qu'à la fin de Grandes Espérances, le stylo donné à Madeleine laisse penser que si elle le veut, elle peut revenir dans le combat politique et aller au bout de ses idées, quoi.